Tendance première. 10h, 11h30. Coup d'œil sur le Salvador avec vous, Fanny Carbonnet. Les petits retours en arrière. On remonte en juin 2021. Qu'est-ce qui se passe ? Exactement. À ce moment-là, c'est la conférence Bitcoin au Miami Beach Convention Center. En fait, ça, c'est la conférence annuelle la plus connue de crypto-monnaies. C'est la grand-messe. C'est ça. Le machin où il faut être. Oui, exactement. Et là, le pays du Salvador est le premier pays qui annonce l'adoption du Bitcoin comme monnaie nationale. Voilà. Et le Salvador, pour vous expliquer, c'est un tout petit pays d'Amérique centrale. Je ne sais pas si vous pouvez le situer sur la carte. Bien sûr. Donnez-moi une carte. Ah non, pourquoi on est en radio. C'est situé entre le Guatemala et l'Honduras. Moins de 4 millions d'habitants. C'est une démocratie. Et sa monnaie légale, c'est le dollar américain depuis 2001. Et avant, ah bon ? Oui. Et avant, c'était le colon, mais ça a changé en 2001. Et le président, c'est Nayib Bukele. Je vais vous faire son portrait, mais bon, je vous avertis, c'est pas tip-top. Donc, c'est un homme de 40 ans, en fonction depuis 2019. Lui, c'est quelqu'un qui communique sans cesse sur les réseaux sociaux, un peu à la Trump. Il apparaît comme un homme fort, avec une forte politique sécuritaire, mais en réalité, on a découvert que son efficacité, ça venait surtout du fait qu'il a un arrangement, on va dire, de bons procédés avec le gang le plus puissant du pays, qui accepte donc de le soutenir. Parce que c'est pas le pays des bisounours, c'est quand même, il y a beaucoup de violence là-bas. Et donc, il y a cet arrangement-là. Il est opposé au mariage homosexuel, aussi, etc. Donc, c'est pas un portrait top, oui. ce bonhomme. Un peu spécial. Ouais. Et donc, 7 septembre, c'est un jour historique dans l'histoire, finalement, de la crypto-monnaie. Mais ça veut dire que quoi, aujourd'hui, au Salvador, il y a une seule monnaie qui est la crypto-monnaie ou pas ? Alors aujourd'hui, on a comme monnaie légale, 2 monnaies légales, le dollar américain et le Bitcoin. Entre l'annonce, donc en juin 2021, et la légalisation, il s'est passé que 3 mois. Donc c'est allé très très vite. Et il y a eu des changements qui ont été quand même très très forts pour la population. Ça change par exemple, toutes les entreprises, elles doivent accepter de payer en Bitcoin. Donc il a fallu les préparer, mais elles n'ont pas été préparées. Il n'y a plus d'imposition sur les plus-values. Les impôts peuvent se payer en Bitcoin. On éduque aussi la population, tant bien que mal, par des formations à comment faire pour utiliser la crypto-monnaie. On les incite un peu, on leur a donné $30 pour s'inscrire sur une application de crypto-monnaie qui est plébiscitée par leur gouvernement. Et il y a aussi une réduction sur le prix du carburant si on utilise des crypto-monnaies. Pour beaucoup, quand même, ça a vraiment un impact qui est significatif parce que là-bas, il faut le savoir, il y a 7 personnes sur 10 qui sont débancarisées. Ça veut dire qu'elles n'ont pas de carte bancaire ou de compte bancaire. Parce qu'elles n'ont pas l'argent pour le mettre à la main. Exactement, voilà. Et donc, c'est une réelle évolution financière pour ces personnes-là. Par exemple, j'ai trouvé sur Internet un monsieur qui expliquait que lui, pour payer sa facture d'électricité, il devait avant faire 1 heure de bus, après 1 heure d'attente là-bas, faire la file, 1 heure pour revenir, donc 3 heures, et maintenant, il le fait en un clic. Donc nous, on ne se rend pas compte parce que tout est facile pour nous, mais pour eux, ça a causé un changement un bouleversement qui est vraiment sans précédent. Mais ils pourraient faire ces paiements en un clic s'ils étaient finalement affiliés à une banque aussi. Oui, mais le problème, c'est que 70% ne le sont pas, exactement. Et il y a un petit problème avec la volatilité, on pourrait se demander quand même, parce que c'est vrai que le Bitcoin, ça monte, ça descend, ça va quand même assez vite. Et il y a quand même une solution qui a été trouvée par le gouvernement. Donc il y a environ 100% par contre de personnes qui ont un smartphone. Et eux, en fait, ils peuvent utiliser une application qui leur permet finalement de faire un transfert entre l'US dollar et le Bitcoin très très rapidement. Donc c'est possible pour eux de s'exposer ou se désexposer facilement. Ça, ils peuvent retransformer les bitcoins assez rapidement en dollars, oui, c'est ça ? Oui. Voilà, exactement. Et donc, il y en a qui essaient de mettre de l'argent de côté, il y en a qui arrivent, d'autres moins. Mais en tout cas, ils espèrent tous qu'un jour, le cours atteindra des sommets. Et comme c'est un peu des pionniers, c'est le premier pays qui s'y met vraiment. Ils se disent que peut-être ils vont arriver à avoir beaucoup Mais donc, il y a une satisfaction, entre guillemets, quand même, de la population de cette décision gouvernementale d'avoir fait du bitcoin la première monnaie ? Ou la deuxième monnaie, en tout cas, la deuxième monnaie nationale, oui. c'est ça ? C'est ce que j'ai cru comprendre au fur et à mesure de mon investigation, c'est que les gens sont quand même, en général... Trouvent des avantages, en tout cas. Trouvent des avantages qui sont intéressants. Le côté technologique qui leur simplifie beaucoup la vie. Ça, pour eux, c'était important. Autre avantage aussi, c'est que c'est un pays où il y a énormément d'argent qui provient des pays étrangers, des Salvadoriens qui vivent à l'étranger. Et jusque-là, il y avait d'énormes commissions qui étaient prises sur chaque dollar qui rentrait dans le
pays. C'est ça. En fait, ça s'appelle las remesas. Et c'est 1/5 de toute l'économie de ce pays-là. C'est-à-dire que c'est les Salvadoriens qui sont partis vivre aux États-Unis, qui renvoient de l'argent, donc les dollars américains, au pays pour leur famille. Et on leur prend plus de 50%. Non. Environ 50% de commission à chaque fois qu'ils renvoient de l'argent. C'est énorme. Et grâce au Bitcoin, ça peut être évité. Ce qui est un bon côté encore. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui pourraient suivre finalement la tendance ? Oui, le Panama est intéressé, mais eux, ils n'ont pas encore franchi le pas. C'est un pays avec une situation un petit peu comme le Salvador, où ils ont le dollar américain et le balboa. On a aussi le Paraguay, l'Argentine, le Brésil, mais là, c'est des politiciens qui se font un peu mousser, mais rien n'est sûr à ce niveau-là. Et puis, il y a le FMI, le Fonds monétaire international, qui montre un peu des dents quand même, parce que s'il y a un effet de boule de neige, c'est quand même un petit peu compliqué pour la stabilité financière mondiale. Et ils demandent au pays, donc au Salvador, de revenir sur la loi Bitcoin qui a été faite donc l'année dernière. Mais eux, il leur répond avec un gif des Simpsons sur Twitter. Donc, il est un peu spécial, le monsieur, quand même. Hein. Voilà. Mais ce que je veux dire, pour un peu clôturer et puis essayer de nuancer, c'est que donc, les bons côtés, c'est que ça aide la population, c'est une nouvelle liberté, c'est une inclusion financière. Ça aide à améliorer la condition de vie des gens grâce, comme je l'ai dit, aux facteurs de la technologie. Mais il y a quand même un danger, on pourra parler de ça la prochaine fois, c'est que sans tiers de confiance qui vérifie et qui parfois interdit les transactions, on pourrait se retrouver avec des pays qui profitent de la blockchain pour, par exemple, contourner des sanctions internationales à leur encontre. Et j'ai un exemple, puisque là, il y a un Américain très récemment, Virgil Griffiths, qui vient d'être condamné à 5 ans et 3 mois de prison et $100,000 d'amende parce que le monsieur, il a conspiré avec la Corée du Nord. Il s'est rendu dans le pays en 2019 pour expliquer à des hauts dirigeants comment échapper aux sanctions qui, en fait, ralentissaient le développement de leur arme nucléaire grâce à la crypto-monnaie. Et donc, le monsieur, il est rentré à Los Angeles, tranquille, et puis il s'est fait arrêter par le FBI. Voilà, c'était juste pour vous mettre un coup de pression. Ne faites pas de bêtises, vous les auditeurs. Ouais, alors nous, jamais, évidemment, de bêtises. Mais on a parlé de la Corée, mais au fond, la Russie pourrait faire la même chose. C'est pareil. Oui. Aussi, ils ont énormément de hackers. Je pense que c'est peut-être eux qui en ont le plus. Enfin, on pourrait parler la prochaine fois un petit peu des services secrets, du Bitcoin et des États. On verra. Fanny, on ne vous paye pas assez cher pour prendre des risques pareils. Non. C'est vrai, hein. C'est dangereux. Vous effacez tous nos contacts de votre téléphone avant de commencer cette investigation et de venir nous en parler dans l'émission. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. On va suivre ça et voir un petit peu comment ça se développe. Merci Fanny. Merci à vous. Merci Cédric. Mais ce fut un bonheur, évidemment.